Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, dossier spécial tout de suite en compagnie de Leila Haddad, co-auteur des 3 filles du Docteur Darwin, paru à CNRS Éditions. Vous êtes journaliste scientifique à Ciel et Espace. C'est rare de voir quelqu'un qui écrit un roman comme ça qui tourne autour de l'ADN. Oui, c'est mon objectif en fait. C'est parce que j'ai lu beaucoup de livres de science et de vulgarisation et bien souvent je m'y ennuie un peu. Et j'avais envie, moi c'est vraiment ma passion, la vulgarisation, et j'avais envie de faire passer la science à travers de la fiction, à travers une histoire pour rapprocher un peu la science du public, qu'elle soit un petit peu plus concernante, comme on dit, quoi, et plus agréable surtout à lire. Alors justement, nous dans le Gard, on est très très bien placés à Nîmes. Est-ce que vous connaissez justement les codes de l'ADN de Nîmes ? Oui, je la connais. J'y suis pas allée personnellement, mais l'une des personnes qui m'a beaucoup épaulée pour ce livre des 3 filles du Docteur Darwin est justement dans ce secteur, quoi. Donc je la connais par lui et je peux vous dire que c'est une sacrée grosse tête, donc ça doit être assez extraordinaire comme niveau. Alors c'est l'histoire de 3 personnes âgées dont vous écrivez justement sur l'ADN. Et c'est quand même un roman un peu policier, un petit peu poussé quand même. Oui, absolument. En fait, c'est le versus fiction du livre. C'est l'histoire de Marc, un type qui s'est jamais trop posé de questions dans sa vie, qui, à la suite de la mort de sa sœur, d'une maladie génétique, va se retrouver un petit peu pris dans plusieurs trucs. Alors d'abord, il se fait embarquer dans une histoire, une enquête absolument invraisemblable sur la disparition de 3 jeunes filles. On retrouve à la place les 3 cadavres de 3 momies quasi centenaires. Et au fur et à mesure qu'il avance dans cette enquête, qui est assez marrante, qui va l'emmener dans les laboratoires de recherche anti-vieillissement, où il va rencontrer des gens qui fabriquent les robots du futur et la créature du futur, en fait. Il va aussi se poser des questions, il va mener une quête un peu perso autour du fait qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère, un petit peu, c'est pourquoi je suis là. Et en fait, ce questionnement, il va tenter d'y répondre avec Darwin. C'est-à-dire, cette fois-ci, on n'utilise plus les sciences humaines, la philosophie, la sociologie et la poésie pour s'interroger sur ce qu'est un homme, mais on utilise Darwin. Et donc, c'est un petit peu c'est comme un arbre d'évolution, ce livre, ça a 2 branches, si vous voulez. Voilà. Alors, à travers votre roman, à travers votre livre, vous expliquez l'apparition de l'homme sur Terre, mais on voit que c'est quelque chose de très recherché quand même. Oui, enfin, j'ai voulu bâtir ça un petit peu comme un escalier, si vous voulez. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête, etc., on peut aussi en parallèle avancer dans la connaissance, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est que l'évolution, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que l'homme est apparu sur Terre, les animaux, le vivant, qu'est-ce que le vivant, comment ça fonctionne un gène, etc., quoi. Alors en gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples comment est apparu l'homme sur Terre ? L'homme est apparu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. On dit que si la Terre avait eu 1 an d'âge, l'homme serait apparu le 31 décembre, quelques secondes avant minuit, vous voyez, donc ça remonte pas très loin. L'homme est le résultat d'une évolution. Et le résultat d'une évolution qui a 5 milliards d'années. En fait, il n'en est pas le résultat, le but, mais c'est l'un des produits de l'évolution. Donc, l'homme est issu d'une famille, d'une branche de l'évolution qu'on appelle les primates. Et son plus proche, ses 2 plus proches cousins, même plus des cousins, sont des frères, pratiquement des demi-frères, ce sont les chimpanzés. Donc cette évolution, c'est vraiment une très très longue histoire qui plonge ses racines jusqu'à 2 milliards d'années, au moment où sont apparues les premières bactéries, les premières cellules, si vous voulez. Et à partir de là, tout ça s'est différencié, tout ça a buissonné, a bourgeonné en différentes familles de vivants, différentes espèces, dont une, très très tard, une branche qui est celle des primates et de l'homme. Alors un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui donc en lisant votre livre, c'est Urbi-laterali. Urbi-laterali, oui, alors c'est une petite chenille absolument misérable et moche comme tout, qu'on pense être l'ancêtre des vertébrés. Parce qu'évidemment, comment est apparue la colonne vertébrale ? Quel est le premier animal chez qui il y avait quelque chose qui ressemblait à une colonne vertébrale, quelque chose dans les gènes qui fabriquait une bête à colonne vertébrale. Et ça, le premier, on pense, c'est Urbi-lateria, mais on l'a reconstitué, parce qu'en fait, on l'a pas trouvé, évidemment, c'est tout mou, ces petites bêtes-là, ça se fossilise très très mal. Et en fait, on procède comme ça dans l'évolution. On part de Luca, notre grand-père, la première cellule, qui possède le paquet de gènes originel, si je puis dire, et qui ensuite, par le jeu
de la sélection naturelle découverte par Darwin, c'est-à-dire des mutations génétiques à l'intérieur de ces gènes, et la sélection, c'est-à-dire seules les mutations qui sont favorables à leurs porteurs sont conservées par la nature. À la suite de ce petit jeu-là, c'est un jeu d'essai-erreur. Donc hop, on fait des petites mutations, on regarde si ça apporte un avantage. Si ça apporte un avantage aux vivants mutants, donc on garde ces mutations, sinon on l'élimine. Et au fur et à mesure de ce jeu d'essai-erreur, le vivant a buissonné. Et Urbilateria serait déjà assez tardif et il serait à l'origine de la branche des vertébrés dont nous faisons partie, la grande famille dont nous faisons partie. Alors nous, aujourd'hui, l'être humain, on en est à presque 100 gènes. On est plus que ça, on a 30 000 gènes à peu près. Ça a quand même terriblement évolué le nombre de gènes. Vous savez qu'il y a à peine 20 ans, on pensait qu'on en avait presque 1 million de fois plus. Nous sommes des vivants tellement complexes. On pensait qu'à l'époque, chaque gène contrôlait une seule fonction. Et donc forcément, il fallait un stock de gènes absolument énorme pour fabriquer un être aussi complexe qu'un mammifère, qu'un primate et qu'un humain. Et en fait, on s'est rendu compte que les gènes, ça fonctionnait un petit peu en groupe. Ça avait plusieurs fonctions et en fait, on a besoin de beaucoup moins que ça pour fabriquer un homme. C'est ça qui étonne aujourd'hui les chercheurs. C'est qu'il ne fallait pas beaucoup de gènes, en fait, pour nous fabriquer. Alors vous nous rappelez qu'il y a 65 millions d'années, il y avait 425 familles de vertébrés. Il y en a 300 qui ont disparu, mais c'est l'hécatombe. Ah oui, non, c'est l'hécatombe. En fait, l'histoire de la nature, c'est une histoire, c'est la longue histoire d'un génocide, en gros, parce que c'est exactement ça. Il y a eu 5 grandes catastrophes dans l'histoire de la Terre, et à chaque fois, évidemment, ça a remporté toutes les espèces animales ou végétales, les vivants qui n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire qui n'arrivaient pas à survivre dans les nouvelles conditions. C'est-à-dire, vous avez par exemple un brusque réchauffement ou refroidissement climatique, une météorite qui vous tombe sur la tête, les conditions à la surface de la Terre ne sont plus du tout les mêmes. Et seuls les animaux qui sont adaptés, qui sont aptes, qui ont le patrimoine génétique qui leur permet de survivre, survivre. Et donc du coup, toutes les autres disparaissent. Donc à chaque fois, c'est une monstrueuse hécatombe. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'à l'époque, au Permien, au Jurassique, etc., c'était la nature qui était responsable, c'était le hasard, c'était, je vous dis, ce sont des changements climatiques, c'est la vie de la Terre, c'est la vie de la nature, c'est la vie de l'atmosphère qui est responsable de ça. Là, aujourd'hui, la 6e extinction, c'est nous. Alors vous dites aujourd'hui qu'on a tué Isis. Qui est-ce Isis ? Oui, Isis, c'est le nom qu'on donne classiquement à la nature, qui est représentée toujours avec plein de seins, nourricières, etc. Et dans ce roman, évidemment, mon héros se trouve pris entre les pro-sciences, des scientistes qui, eux, désirent en fait lutter contre le biologique, notre déterminisme biologique, le fait que nous sommes obligés de mourir, le fait que nous vieillissons, le fait que nous ne pouvons pas choisir nos enfants, le fait que nous mourons de maladies génétiques. Et il se trouve pris en tenaille entre ce groupe-là et le groupe des phalanges d'Isis qui sont en fait des protecteurs de la nature et qui décident qu'il faut que les choses en restent ainsi parce que sinon l'homme va tuer la nature. Il est bien avancé parce que l'homme aujourd'hui, par exemple, son destin évolutionniste est entre ses mains. Il y a quelque chose chez l'homme qui le distingue des autres animaux. C'est-à-dire que vous et moi, bien sûr, on nous dit vous êtes un animal, vous êtes un singe. Il y a quelque chose en nous qui, malgré tout notre savoir scientifique, notre rationalité, notre foi en Darwin, nous empêche de croire à ça. Mais cependant, donc ce qui fait, qu'est-ce qui différencie l'homme et qu'est-ce qui le fait mouvoir? Pourquoi est-ce que les autres animaux, le comportement des autres animaux peut s'expliquer très facilement par les avantages, par les gènes et pas l'homme? Et là, il y a la théorie des mèmes qui est arrivée il y a peu de temps et c'est Richard Dawkins, un Américain, qui a postulé l'existence de gènes de la culture. Alors ça, certainement que c'est une blague qu'on est en train de nous faire. Christian de Sainte-Maxime nous pose la question suivante. Est-ce que les chimpanzés portent des talonnettes? Des talonnettes? Non, le chimpanzé pourrait très bien porter des talonnettes si ça lui permet d'être dominant. Absolument non, mais le chimpanzé, c'est un animal politique qui ne cherche qu'une chose, c'est le pouvoir. Et tout ce qui peut lui permettre d'avoir le pouvoir et de marquer surtout sa position de dominant, il l'utilisera. Alors nous sommes homo faber, nous pouvons fabriquer des talonnettes. Le chimpanzé, il utilise aussi des bâtons, les dents, des choses qu'il possède sous la main, quoi. L'équivalent des talonnettes, en somme. Il y a 2 types de chimpanzés sur Terre. Il y a le chimpanzé type chimpanzé, c'est Cheetah. Ça, c'est le chimpanzé politique qui fait la guerre et qui domine. Et il y a le chimpanzé type bonobo qui est l'artiste, qui est un chimpanzé pas du tout dominant, extrêmement pacifique, qui désamorce tous les conflits en faisant l'amour. Donc vous voyez, entre les deux, vous pouvez un petit peu... vous avez des humains devant vous, et alors en général, il y a les chimpanzés et les chimpanzés bonobos, voilà.
Alors aujourd'hui, dans les laboratoires, c'est le grand massacre. Est-ce que vraiment on a besoin de sacrifier les animaux pour faire des tests? Est-ce que ça peut vraiment apporter quelque chose et soigner l'homme? C'est pas certain. À vrai dire, là, pour le compte, c'est les scientifiques eux-mêmes, je crois, sont divisés sur la question. Bon, bah évidemment, lorsque vous faites des tests vous travaillez sur des drosophiles ou des branches bien connues, génétiquement bien connues de rats, ça peut être utile, mais est-il utile de tester les choses sur les grands primates? C'est pas certain. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Il n'y a plus beaucoup ces grands primates sont les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans. Ils sont vraiment en voie de disparition et ça serait, disons, presque un génocide, presque un meurtre de notre part, quoi. Donc il y a quand même, on peut faire, faire pousser des tissus synthétisés exprès pour ça. C'est pas sûr, non. Alors on peut aussi travailler sur les cellules souches, par exemple. Oui, les recherches des cellules souches ont été libérées, donc on pourra faire vraiment travailler. Mais tester sur les grands animaux, sur les grands singes, je crois que très peu pensent que ce soit vraiment utile aujourd'hui, quoi. Alors au nom de la science, aujourd'hui, jusqu'où peut-on aller? Est-ce que c'est vraiment important de jouer les apprentis sorciers? Je crois que oui. Oui, parce qu'il y a des gens, parmi les hommes, il y a des humains qui sont atteints de maladies graves et qui attendent qu'on fasse quelque chose pour eux. Le propre de l'homme, vous savez, c'est qu'il n'abandonne jamais les siens. Et jouer pour jouer, non, mais jouer pour nous, oui. Et nous sommes, quelque part, c'est un petit peu notre destin à nous. C'est de prendre en main notre destin biologique aussi. Et cela passe parfois par des choses excessives, extrêmes. Le tout, en fait, c'est de veiller. C'est que nous, citoyens, nous devons veiller à ce qu'une scientifique ne dépasse pas les bornes. Mais nous devons aussi être très rationnels par rapport à ça. Ne pas le faire simplement par conviction purement, disons, irrationnelle. Simplement parce qu'on a un avis personnel. Non, il faut vraiment étudier la question, l'étudier bien et se faire une raison rationnelle là-dessus. Alors on apprend dans votre livre que les OGM, ça ne date pas d'hier. Ah bah non, ce que vous avez dans votre assiette sont des OGM, clairement. La seule différence entre les OGM, disons, du paysan du 19e siècle ou du 17e et ceux d'aujourd'hui, c'est que bon, il y en a un dont les gènes sont tripotés directement, l'autre, les gènes sont tripotés par croisement, mais ça revient strictement au même en fait. Lorsque vous faites des croisements, vous hybridez, vous cherchez de nouvelles espèces, de pommes plus douces ou plus juteuses, vous procédez, en fait, vous êtes en train de tripoter le matériel génétique des pommes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas trop manipuler quand même, faut pas aller dans les extrêmes, au risque de faire du mal à la planète. Le mal à la planète, il est fait, en fait. Ça, c'est ce que tous les scientifiques disent aujourd'hui. On ne pourra jamais retourner en arrière. Là, c'est fait, le mal est fait. On n'a pas de planète de rechange et si on continue comme ça, là c'est très très clair, c'est droit au mur, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est enrayer un peu ce qui se passe, mais le mal est vraiment fait. Et donc il nous faut puiser dans la boîte à outils de la science, en fait, des outils qui vont nous permettre de survivre et nous permettre de trouver quelque chose qui n'empiète pas, qui ne tue pas l'environnement, quoi. Il faut qu'on trouve une autre forme de développement, mais je pense que ça doit passer par la science aussi. La science ne peut pas être mise de côté, on ne peut pas revenir en arrière. Alors vous dites dans votre livre que l'homme a oublié son lien cosmique, son lien avec la nature. Peut-être. Je crois que l'homme a perdu de vue d'où il venait, qui il était, à qui il devait le fait d'être homme, parce que c'est quand même à la nature qu'il le doit, si vous voulez. En fait, l'homme s'est comporté comme un pur prédateur. On se souciait le moins du monde, du renouvellement de ses ressources. Et là, pour le compte, il a été beaucoup moins intelligent qu'un lion ou qu'un tigre, quoi, qui vont faire attention à ne pas finir les ressources de leur environnement. Voilà. Il s'est vraiment comporté comme un prédateur et je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la puissance de ces outils. Yann Arthus Bertrand, dans son film, parle justement de la nourriture, enfin, parle de l'état de la planète en général, mais il pose la question suivante, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se diriger vers le végétarisme et oublier un peu la viande? Ah, ça, je vous avoue que c'est une question de goût.
Non, évidemment que là, on doit faire quelque chose. En fait, c'est le côté massif, le côté quantité, le côté énormité des quantités qui nuit à la planète. Mais si on revient à des choses raisonnables, je pense que ça peut être jouable sans être nécessairement végétarien. Nous sommes omnivores, nous sommes des animaux omnivores, comme les singes. Donc ça, c'est dans notre nature aussi. Après, c'est une question de choix. Alors finalement, les magasins bio, ça ne change pas grand-chose. Les magasins bio, c'est comme un pansement sur une jambe de bois un peu. C'est beaucoup plus fondamental. Le changement doit réellement venir de tout le monde, de partout, de tous les comportements. Alors aujourd'hui, la vérité s'oppose-t-elle à la science et à la raison? Non, non, disons que tout le monde prétend à détenir la vérité, la science et la raison aussi. Disons qu'il y a une façon d'appréhender la vérité qui est au niveau qu'à la science. La science est une façon d'appréhender la vérité, ça n'est pas la vérité. En ce qui concerne vieillir, vous nous parlez des radicaux libres, de plein de choses, de plein de facteurs comme ça. Il faut lire votre livre, évidemment, qui finalement accélèrent le vieillissement. Oui, Cloto. On a trouvé en fait des dizaines de gènes qui étaient impliqués dans le vieillissement. Il n'y a pas un seul gène, c'est dommage quand même. Ça aurait été bien parce qu'on pourrait agir dessus et hop, on ne vieillirait plus. Mais en fait, le vieillissement est un processus naturel. C'est le processus de sélection naturelle, c'est très simple. Vous êtes dans l'optique extrême, darwinien mécanicien. En fait, un être humain, c'est comme un singe, c'est comme une vache, c'est une machine qui est programmée pour se reproduire le plus possible. Et en fait, à un moment donné, c'est comme une petite mission sur Mars. Lorsque vous envoyez une sonde sur Mars ou ailleurs, vous lui donnez 3 mois de vie, et au bout de 3 mois, si elle continue à répondre, c'est tout bénef. L'homme, c'est pareil. Ses gènes, la nature lui a donné une durée pour se reproduire. C'est là où il est au top de sa forme, et pendant cette durée, elle le protège. Et ensuite, elle l'abandonne, parce qu'il considère qu'il a fait son œuvre. Alors il y a une maladie, à savoir des jeunes qui ont, je sais pas moi, 7, 8 ans ou 10 ans, qui en font 70. Qu'est-ce qui se passe au niveau génétique? Pourquoi ce vieillissement accéléré? Oui, ça c'est la progéria, c'est cette maladie génétique. Après, là, vous me posez la question tout à l'heure s'il fallait continuer les expérimentations. Justement, pour ces gamins, il faudrait bien les continuer, oui. Là, pour le compte, ils dépendent de nous. C'est la loterie génétique, c'est comme ça. C'est que vous tombez parfois au tirage au sort génétique, vous tirez le mauvais numéro. Alors l'alimentation joue-t-elle un rôle majeur sur le fait de moins vieillir? Ça c'est évident, mais bon, c'est pas ça qui va vous empêcher de vieillir. Ça pourra vous amener vieux en bonne santé, voilà. C'est surtout ça. Mais ça vous empêchera pas de vieillir, ça non. Alors Sylvain de Montpellier nous demande, le gène de l'immortalité existe-t-il? Et non, ils ont trouvé un gène il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, ils ont trouvé un gène qui pourrait s'apparenter, mais non, en fait, les gènes ne fonctionnent pas tout seuls. Ce sont pas, c'est-à-dire l'équation un gène, une fonction, un gène contrôle l'horloge intérieure qui marque votre mort, un gène contrôle votre couleur d'yeux, un gène contrôle ça. Non, ça fonctionne plus. En fait, le génome, l'ensemble des gènes fonctionnent ensemble. C'est un système. C'est un système évidemment touché à quelque chose dont en fait on ne sait pas trop tous les rapports, on ne connaît pas très bien les rapports que les gènes entretiennent entre eux. Et l'histoire du vieillissement, c'est un ensemble des gènes. Alors aujourd'hui, peut-on dire que l'homme existe pour se reproduire? On peut penser aussi aux couples homosexuels, par exemple. Est-ce qu'ils sont faits justement pour se reproduire? Non. Donc pourquoi l'homme existe-t-il en fait? C'est que l'homme a quelque chose de différent des autres animaux. Il est évident que le but de la vie, c'est la vie même. Lorsque vous regardez la nature, la théorie de Darwin, qui est aujourd'hui admise par tout le monde, vous le dit, le but de tout vivant est de survivre pour se reproduire le maximum. C'est-à-dire, traduisons ça de façon basique, c'est-à-dire vos gènes, ce sont eux qui dirigent la machine vivante, et le but des gènes, c'est de se dupliquer au maximum dans d'autres organismes vivants. Voilà. Mais l'homme a un truc différent. C'est l'homme, lui, peut dire je ne veux pas me reproduire. Je ne veux pas, je refuse de le faire. Et ça fait longtemps. Vous voyez, par exemple, des moines qui partent dans des monastères, qui font vœu de chasteté, ça, il n'y a aucun animal qui le fait. C'est-à-dire l'homme est libre, il maîtrise sa reproduction. Alors que, normalement, à l'initial, évidemment, il est programmé lui aussi pour se reproduire. Donc, quelque part, l'homme arrive à dire non à la nature. Pour moi, l'homme ressemble à un singe qui est conscient qu'il est un singe et qui ne veut surtout pas être un singe. Et c'est là où, en fait, Darwin ne suffit pas à expliquer l'homme. Il y a autre chose dans l'homme, et c'est là où on a inventé la théorie des mèmes, qui serait des sortes de gènes culturels qui nous mèneraient différents. L'homme a le choix, il est libre, c'est très différent.
Alors il y aurait des gènes qui dicteraient notre comportement. Oui, ça c'est l'hypothèse extraite, l'hypothèse du gène égoïste de Dawkins, qui propose de voir les comportements animaux et une grande partie des comportements humains à travers le gène. C'est-à-dire que pour lui, le gène est un obsédé de la survie qui n'a qu'une envie, c'est de se reproduire, de se copier, c'est-à-dire le gène balance des copies de lui, ces copies se retrouvent dans les enfants des vivants. Et donc le but du gène, c'est d'avoir le maximum de copies, donc il pousse son porteur à faire le maximum d'enfants. Et c'est pour ça qu'en fait, il transforme en obsédé sexuel régulièrement, parce que c'est la nature, c'est le gène qui a rendu le sexe très bon. Parce que si le sexe n'était pas bon, on ne se reproduirait pas. Alors certains animaux, les guenons par exemple, sont disponibles à la reproduction qu'à certains moments, alors que l'être humain est totalement disponible. C'est un grand succès reproductif, l'être humain, parce que la guenon, elle n'est disponible que pendant des périodes, et ça se voit. Et là, le gène, si on prend la théorie de Dawkins, les gènes inondent la guenon de phéromones, tout le monde devient fou autour d'elle, tous les mâles. Et chez l'humain, la femelle est disponible tout le temps. Donc c'est un succès reproductif et adaptatif fantastique. Et donc du coup le sexe c'est vraiment notre part animale, c'est notre part purement darwinienne si vous voulez. Le sexe est là pour la reproduction. Après l'amour c'est autre chose. Alors parlons de l'instinct maternel, est-ce que ça existe ? Ça, les chercheurs sont assez partagés là-dessus, quoi. Les extrémistes disent que non. Disent que c'est simplement parce que là, entre la mère et l'enfant, il y a une grande proximité génétique. L'enfant a quand même la moitié du patrimoine génétique de la mère. Et c'est cette proximité-là qui jouerait. C'est-à-dire la mère protège non pas son enfant, mais les gènes, ses gènes en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que les femelles sont programmées. C'est réellement animal, c'est naturel, c'est darwinien, sont programmés pour protéger leurs petits. L'homme n'est pas un animal comme les autres, c'est un animal différent. Donc est-ce que cet instinct qui est présent chez la lionne, la hyène, l'ours, tous les oiseaux, est-ce qu'il est présent chez les humains? Alors évidemment, il est présent, mais la femelle Homo sapiens peut outrepasser ça. Elle peut très bien dire je ne veux pas avoir d'enfants et je n'ai pas envie de les protéger. Et beaucoup de femmes ont des enfants envers lesquels on ne ressent strictement rien. Alors vous avez peut-être des projets par rapport à cet ouvrage ? Malheureusement non, pas au sud. Malheureusement c'est programmé à l'ouest et à l'est. Voilà. Mais écoutez, si je vois passer une occasion pour aller dans le sud, j'ai vécu un moment à Toulouse, c'était vraiment agréable. Donc oui. Alors pour terminer ce dossier spécial, si vous aviez un argument à donner à nos auditeurs pour qu'ils s'intéressent justement à ce patrimoine génétique, à cette reproduction de l'être humain, quel serait-il ? C'est de comprendre d'où on vient et ce qu'on est. Je dis pas qui, je dis ce qu'on est. Et pourquoi est-ce que nous agissons souvent ? Pourquoi est-ce que nous agissons ainsi ? Leila Haddad, les 3 filles du docteur Darwin, CNRS Éditions. Voilà un livre à vous procurer. Merci d'avoir participé à ce dossier spécial. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Vous écoutez Fréquence Évasion. À très bientôt pour un nouveau dossier spécial. Fréquence Évasion.